Salut à tous, nouvel épisode et cette fois-ci on retourne sur nos bonnes terres de France pour évoquer une étape majeure de la guerre, du moins à notre échelle, la libération de Paris. Nous sommes au mois d'août 44 et la guerre est en train de prendre un certain tournant. Le 15, les Alliés débarquent en Provence, ouvrant alors un nouveau front en France après celui de Normandie, ouvert le 6 juin 44. En Normandie, l'avancée alliée est quelque peu ralentie ces dernières semaines, les troupes devant se frayer un chemin dans les nombreux bocages qui parsèment la région normande, théâtre d'une féroce résistance de la part des Allemands. Début août, à l'ouest, les Alliés traversent le Cotentin et s'emparent de la Bretagne. Plus à l'est, en Normandie, ils progressent et piègent les Allemands dans la poche de Falaise. Après près de 10 jours de combat, la poche est détruite le 21 août et l'avancée peut reprendre. La bataille de Normandie est alors terminée. C'est dans ce contexte que s'amorce la libération de la ville de Paris. En effet, en parallèle à la bataille de la poche de Falaise et après 4 ans de vie sous l'occupation allemande, la population parisienne pressent que l'arrivée des Alliés est proche. Une insurrection est alors organisée et menée par la résistance dans la capitale, tel c'est le cas à Varsovie 3 semaines plus tôt. À Paris, les Allemands sont sous l'autorité de Dietrich von Choltitz, nommé gouverneur de la ville par Hitler 2 semaines plus tôt. La plupart des administrations allemandes ont fui, ainsi que les unités d'élite. Il ne reste que des troupes régulières, environ 20 000 hommes, et un bataillon de pionniers que Choltitz a fait venir afin de miner tous les points majeurs de la ville. Hitler désirant faire sauter Paris si jamais les Allemands venaient à en perdre le contrôle. De leur côté, les Français, appuyés par la résistance, s'organisent. Dès le 13 août, le métro et la gendarmerie de Paris, ensuite rejoints par la police puis la poste, entament une grève qui devient générale dès le 18 août. Sous le commandement de meneurs tels que Rol-Tanguy ainsi que le colonel Lisée et le colonel Fabien, les opérations se préparent. Jacques Chaban-Delmas, alors délégué national militaire pour le gouvernement provisoire, est contre ce projet d'insurrection. Les jours précédents, il a tenté depuis Londres de convaincre le commandement allié de vite foncer sur Paris afin d'éviter d'immenses massacres et destructions. Mais leur réponse est claire, leur objectif n'est pas du tout de foncer sur Paris, qu'ils préfèrent d'ailleurs contourner pour pouvoir foncer plus vite vers l'est. De plus, ils interdisent formellement qu'une insurrection éclate. De retour en France, Chaban-Delmas arrive sur Paris à vélo le 16, où il espère gagner du temps avant que l'insurrection n'éclate. Mais sur place, les choses basculent, la grève entamée dans la capitale devient générale le 18 août. Ce même jour, Rol-Tanguy appelle à la mobilisation des Parisiens et au déclenchement de l'insurrection. Le lendemain, 2000 policiers résistants s'emparent de la préfecture de police sur laquelle ils hissent le drapeau français ainsi que sur Notre-Dame. Galvanisés par le discours que vient leur faire Rol-Tanguy, ils rejoignent rapidement les forces des FFI. Au départ, pourtant, une trêve est vite instaurée. Elle arrange Chaban-Delmas qui voit là un moyen de contrôler l'insurrection. Rol-Tanguy, en revanche, y est fortement opposé. C'est le consul de Suède Raoul Nordling qui se dresse entre eux et se charge de négocier la trêve avec von Choltitz. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. Des voitures rassemblant parfois des Allemands et des résistants circulent alors dans les rues de la ville pour diffuser l'information. L'idée, c'est notamment que les Allemands cessent d'attaquer les bâtiments publics et que les prisonniers français soient traités selon les lois de la guerre. En retour, les résistants s'engagent à cesser les agressions contre les Allemands. Mais la trêve est mal respectée de part et d'autre et très vite celle-ci disparaît. Elle aura néanmoins permis aux insurgés de consolider leur position. Le 21 août, alors que la trêve disparaît, l'ordre est donné par Rol-Tanguy de dresser des barricades dans toute la ville. Appuyés par environ 100 000 hommes, ce sont très vite près de 600 barricades qui sont élevées à la hâte. L'idée, c'est d'entraver un maximum tous les mouvements de véhicules ennemis que les résistants attaquent avec des bouteilles incendiaires. Les combats sont alors violents et très dispersés. Les Allemands sont épaulés par des miliciens encore présents dans la capitale malgré l'évacuation quelques jours plus tôt de beaucoup des leurs. Les résistants, mal fournis en matériel, s'équipent de tout ce qu'ils peuvent récupérer, notamment sur les corps de leurs ennemis fraîchement abattus. Pourtant, le manque d'équipement ne les rend pas sur la défensive. Pour autant, des groupements entreprennent de réelles actions et viennent harceler les positions allemandes. En marge des accrochages dans la capitale, beaucoup d'embuscades ont également lieu un peu partout, en banlieue parisienne. Le 23 août, Rol-Tanguy constate que la situation des insurgés est très précaire, le soulèvement est efficace, mais les munitions commencent à manquer, et le soutien aussi.
il devient vital que les Américains arrivent au plus vite. Or, la résistance ne dispose pas de contact radio avec l'extérieur, aussi Rol-Tanguy envoie le commandant Cocteau, alias Gallois, traverser les lignes ennemies et avertir les Américains que la moitié de la ville est sous contrôle, mais qu'il faut vite venir leur prêter main forte avant de se retrouver dans une mauvaise situation. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Comme évoqué précédemment, pour Eisenhower, le commandant en chef des armées alliées, la capitale n'est pas une priorité. Cependant, le général de Gaulle et les services secrets alliés réussissent à convaincre Eisenhower de l'intérêt de prendre Paris dès maintenant. Un intérêt aussi bien symbolique que stratégique. Finalement, comprenant que les résistants ne tiendront pas longtemps et souhaitant éviter un bain de sang, Eisenhower accepte et envoie le général Leclerc en direction de Paris, ce dernier ayant insisté pour que les Français soient les premières unités à entrer dans la capitale. D'ailleurs, particulièrement impatient, Leclerc avait déjà commencé à bouger ses troupes quelques heures avant même qu'on lui en donne l'ordre, ce qui n'a pas forcément plu à ses supérieurs. Malgré de violents accrochages en banlieue, Leclerc, à la tête de sa célèbre 2e division blindée, pénètre dans l'enceinte de Paris le 24 août, bien aidé par des Allemands qui se replient dans le désordre. La première partie du contrat est remplie, les Français sont les premiers à entrer dans la ville. Même si, pour la petite anecdote, la première unité de la 2e DB à entrer dans la ville est la compagnie dite la Nuebe, qui est à 90% composée d'Espagnols. Les Français laissent alors échapper leur joie à la vue de l'arrivée de ces blindés sur lesquels on peut apercevoir le drapeau tricolore. Le jour tant attendu est enfin arrivé, pourtant la lutte n'est pas terminée puisque les Allemands, désormais regroupés, sont encore plusieurs milliers. Guidés par les résistants ou même par des civils, les blindés, aussi bien français qu'américains, continuent leur progression rue par rue. Les affrontements sont nombreux, mais ils parviennent tout de même à avancer. Finalement, le 25, ils parviennent devant le quartier général allemand où, après un dernier baroud d'honneur, le gouverneur von Choltitz se rend. Il est conduit devant le général Leclerc à la préfecture de police où il capitule, puis devant le colonel Rol-Tanguy à la gare Montparnasse, qui rajoute alors son nom sur l'ordre de reddition. À la question « Paris brûle-t-il ?», Hitler n'obtient qu'une réponse défavorable. Von Choltitz se considère en effet comme le sauveur de la ville car il ne souhaitait pas voir la destruction de Paris, ni mener un combat inutile. Pour d'autres, au contraire, il n'a fait que sauver sa vie et n'a jamais réellement montré qu'il contredisait l'ordre d'Adolf Hitler. Pour beaucoup d'historiens, il n'a pas agi par humanisme, il a simplement manqué de temps et de moyens, et serait allé au bout de la décision de son Führer s'il l'avait pu. On parle en effet d'un homme qui a contribué à la destruction totale de la ville de Rotterdam en 1940 et au très lourd siège de Sébastopol en 1941-1942. Suite à la capitulation, toujours le 25 août, De Gaulle arrive à Paris et se rend notamment à l'hôtel de ville, où il prononce un discours désormais célèbre. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Le lendemain, le 26 août, De Gaulle, Leclerc et tout le peuple français défilent sur les Champs-Élysées et célèbrent cette grande victoire. Quelques coups de feu isolés ont lieu par-ci par-là, mais rien de suffisant pour empêcher de savourer cette délivrance. Une délivrance qui intervient après 4 longues années d'occupation. Dans les jours qui suivent, des combats ont lieu, notamment en banlieue nord de Paris, mais les Allemands sont repoussés. Ces derniers lancent un ultime raid de la Luftwaffe et larguent des bombes incendiaires sur la ville. Elles tombent assez loin du centre, mais causent quand même près de 200 morts. Des représailles allemandes, il y en a eu d'autres, puisque durant tous ces événements, ces derniers ont commis de nombreux massacres. On peut évoquer les 35 jeunes fusillés de la cascade du Bois de Boulogne, tombés dans le guet-apens d'un agent double français et éliminés par les Allemands dans la nuit du 16 au 17 août, à la suite des premiers mouvements de grève. Cette même nuit, rue Leroux, 7 autres résistants tombent dans une embuscade de la Gestapo et sont abattus au milieu de la rue. Dans la commune de Chelles, le 25 août, 12 jeunes civils sont également rassemblés au parc municipal et sont massacrés. Paris est en effet libéré, mais non sans perte. Certes, près de 2800 Allemands ont trouvé la mort et plus de 12 000 sont faits prisonniers, mais côté français, on dénombre près de 2000 tués, dont environ 600 civils. La liberté est à ce prix. Paris libéré, la progression alliée peut désormais se poursuivre vers l'est, bien aidée également par le sud, suite au succès du débarquement de Provence, 10 jours plus tôt. Les Allemands sont en déroute.
Les premières unités alliées franchiront la frontière allemande d'ici l'automne. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. J'en profite pour vous adresser un immense merci puisque la chaîne vient de dépasser le cap des 100 abonnés, ce qui représente un soutien très précieux. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode, d'ici là, portez-vous bien.